Bienvenue, on est dans le vidéo 5 du chapitre 1 et on fait un court survol des différents tableaux et graphiques dans cette section-ci des statistiques descriptives avec quelques caractéristiques. Ça va aller vite. Et attention, des fois, j'ai plus de graphiques dans mes slides que vous avez dans les notes de cours. Donc, je suis à la page 9 dans vos notes de cours, on ne les a pas tous reproduits. Donc, l'utilité des tableaux graphiques, c'est de grouper les données pour synthétiser, être capable de communiquer des informations sur les données et également de faciliter son analyse. Donc, pour être capable de bien les analyser et bien les interpréter. Donc, les normes de présentation, c'est tout d'abord un titre qui doit suivre cette façon de faire-là. Donc, répartition des unités statistiques selon la variable étudiée, lieu, moment. Donc, si je vais voir tout de suite un exemple, répartition des coureurs du marathon selon le pays d'origine. Et là, on peut mettre le lieu et le moment. Montréal 2007. Et là, vous en avez déjà vu dans les vidéos précédentes, mais on va avoir la variable tout d'abord dans la première colonne et les fréquences absolues et les fréquences relatives dans les autres colonnes. Et on va avoir le total en bas. N'oubliez pas, on peut mettre une source, on doit mettre une source lorsqu'on l'a. Donc, voici un premier exemple de tableau. Tous les tableaux se ressemblent en général lorsqu'on parle de tableaux de répartition. Il y a d'autres types de tableaux, mais la plupart des tableaux qu'on va voir, nous, ça va être des tableaux de répartition de nos données. Donc, voilà, ça parle de soi-même. Ici, représentation graphique. Donc, attention, on veut repérer les faits importants d'un seul coup d'œil. Donc, symétrie, valeur centrale et, attention aussi, les types de graphiques dépendent du type de variable. Donc, on ne peut pas faire n'importe quel graphique pour n'importe quelle variable. C'est pour ça que dans la section qu'on voit, là, à la page 9, on commence avec les variables qualitatives et les graphiques appropriés pour ces variables. Donc, premier type, comme je disais, qualitative. Les deux types de diagrammes qui sont appropriés, deux types de graphiques, c'est ce qu'on appelle les diagrammes à barre verticale ou horizontale, qui sont pareils, et les diagrammes circulaires, aussi nommés à secteur. Donc, le premier, un diagramme vertical, la répartition en pourcentage d'élèves québécois selon leur aspiration scolaire en 2008, là où est-ce qu'ils veulent se rendre. On voit les différentes modalités en bande verticale, séparées. On écrit les modalités en bas ici et on met, dans le fond, la fréquence relative sur l'axe des Y, finalement. C'est ça la hauteur de chacune des bandes. Ici, le diagramme horizontal, à bande horizontale, qui se ressemble en tout point. Il n'y a pas vraiment d'avantage ou de différence. Des fois, on aime mieux lire comme ça quand c'est à l'horizontale plutôt qu'à la verticale. Et finalement, on peut avoir des diagrammes à bande verticale, mais où on est capable de représenter deux données, deux variables à la fois. Donc, ici, on est capable de représenter à la fois le sexe et le plus haut niveau de scolarité atteint. Et donc, on est capable d'un coup d'œil de lire là-dessus que, par exemple, il y a moins de femmes qui se rendent à un grade universitaire en 2006 et même chose pour les études postsecondaires. Donc, je crois que maintenant, au Québec, ça a probablement été inversé, cette tendance-là. Je ne suis pas certain, il faudra aller vérifier. Donc, dernier diagramme, c'est le diagramme circulaire pour les variables qualitatives. Là, par exemple, répartition de 48 collèges publics selon la formation prédominante, Québec 2010. Et dans les diagrammes circulaires, l'avantage, c'est que c'est très facile de mettre à l'intérieur les pourcentages. Donc, on va toujours utiliser une fréquence relative pour les diagrammes circulaires parce que ça vaut la peine d'avoir 100% de la tarte. On appelle ça un pie chart en anglais, donc un point de tarte. On dit mettre un titre, évidemment, une légende, des étiquettes de données et une source si on l'a. Maintenant, pour les variables quantitatives discrètes. Donc, ça, c'était toutes les variables qualitatives, on vient de les dire. Maintenant, quantitatives, ben, ça dépend si c'est discrète ou continue. Si on parle de variables quantitatives discrètes, ben, le seul diagramme qu'on va préconiser, c'est le diagramme à bâton. Il y a des raisons claires pour ça, des raisons mathématiques pour ça. Et la raison, elle est quand même assez intuitive si je vous compare de quoi ce graphique-là a l'air à le prochain, qui est l'histogramme, qui est ici. Comment comparer une variable continue, l'histogramme, à une variable discrète, le diagramme à bâton? Ce qu'on voit, c'est que les bâtons sont très minces et ils sont au-dessus de chaque valeur de ma variable, alors que dans mon histogramme, les bandes sont pleines.
il n'y a pas d'espace entre. Donc, c'est très évocateur du principe qu'une variable discrète prend un nombre restreint de valeurs, ne peut pas avoir de valeur entre, tandis qu'une variable continue peut prendre une infinité de valeurs entre. C'est pour ça qu'on crée des classes entre 0 et 1, entre 1 et 2, alors qu'ici, c'est clairement seulement 0, seulement 1, seulement 2 qui peut être attribué comme valeur. Voilà pour le diagramme à bâton. Je n'ai rien d'autre à dire là-dessus. Maintenant, pour les variables continues, je l'ai déjà dit, c'est l'histogramme, mais il y a deux autres options qui sont le polygone de fréquence et la courbe de fréquence relative cumulée. On va parler tout d'abord du principe de séparer en classes. Donc, comment on fait pour faire ça? Et on va parler de l'histogramme d'abord. On reviendra aux deux autres après. Donc, comment on fait pour regrouper les données continues dans des classes? Chaque classe a une limite inférieure et une limite supérieure. Donc, on dit, par exemple, de 140 à 170. Ça, c'est une dénotation possible. Il y en a d'autres. Vous allez en voir d'autres. Par exemple, celle-ci, qui veut dire la même chose, mais qui est moins explicite au niveau du inclus et du exclu. Mais ça veut dire la même chose. Il y a d'autres notations également. Eh bien, c'est ça. On veut tout simplement dire toutes les unités statistiques qui ont répondu comme réponse là, à quelle est la valeur qu'ils prennent. Bien, une valeur entre 140 inclus et 170 exclus. Pour être capable de séparer en classe, on a besoin de définir quelques trucs. Tout d'abord, l'étendue. Donc, ça ici, vous les avez au milieu de la page 10 de vos notes de cours. L'étendue d'une série est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite. C'est facile, maximum moins minimum. Maintenant, l'amplitude d'une classe est la différence entre sa limite supérieure et sa limite inférieure. Par contre, comment on va la calculer, l'amplitude? On va dire, une fois qu'on a l'étendue totale de notre série de données, on va diviser ça par le nombre de classes qu'on veut. Ça va nous donner l'amplitude pour chacun. Si tu dois couvrir 20 et que tu veux 4 classes, bien 20 divisé par 4, ça donne des classes d'amplitude 5. On va faire un exemple de ça. Donc, par exemple, ici, le travail est déjà fait pour nous. On va travailler ça sur Excel ensemble. Bien, ces classes-là, de 140 à 170, il y a seulement un coureur qui a fait ce temps de course-là. Un temps très bon, s'il est en bas de 170 minutes pour le marathon. Et là, toutes les autres classes avec les différentes valeurs. Voici l'histogramme qui lui est associé. Donc, ça, c'est le tableau et ça, c'est son graphique associé. L'histogramme pour une variable où les valeurs sont regroupées par classe. Bien, on voit que de 140 à 170, encore une fois, on a 1 des données. Et par exemple, de 230 à 260, bien, on a ici 28 des données. Les mêmes choses sont incluses. Là, on a un axe des X avec les titres des axes, les unités, le titre qui a la même forme que d'habitude, la source, etc. On parlera ensemble en classe comment construire ce genre de graphique-là. On va les faire sur Excel. Donc là, je parle de la démarche pour la construction des classes. Ici, on a, tout d'abord, la première étape, c'est de déterminer le nombre de classes. Là, je suis en haut de la page 11 dans vos notes de cours. Déterminer le nombre de classes, c'est avec la formule de Sturge, où ce qu'on dit, c'est K va être le nombre de classes qui est théorique. Et comment on va obtenir ça? Bien, ça va être à partir du nombre d'observations. Le nombre d'observations, c'est-à-dire la taille de l'échantillon. Je vais l'écrire ici, là, taille H. Ce n'est pas une nouvelle affaire, c'est le petit n qu'on avait au tout début du cours. Bien, taille d'échantillon, si on fait log de n fois 10 tiers, 1 plus ça, ça nous donne K, qui va être le nombre de classes théoriques. Par exemple, bien, si on a, je ne sais pas, 40 données, bien, si je fais log de 40 sur ma calculatrice, attention, c'est le log base 10. Log 40, j'ai 40 données. Je multiplie ça par 10 tiers. Bien là, ça me donne 5,34 plus 1. Et donc, j'ai le droit de faire 6,34 classes, donc environ 6. Par exemple, si n égale 40, bien moi, j'obtiens, par exemple, dans ce cas-ci, k environ égale, ce n'est pas une science exacte, 6 classes. J'ai arrondi. Je vais faire le calcul pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On dit arrondir à l'entier immédiatement supérieur pour déterminer le nombre de classes. Bon, tu vois, je l'ai mal fait. Je dois arrondir à l'entier supérieur plutôt qu'inférieur. Donc ici, je vais dire 7. J'avais 6,34. Donc, 7 classes, c'est mon nombre de classes théoriques. Ensuite de ça, calculer l'étendue. On a vu tantôt comment le faire. Ensuite, calculer l'amplitude en arrondissant selon les données bornes. Donc, calculer l'amplitude, on va faire le calcul en faisant
l'étendue divisée par le nombre de classes. Et là, on va faire un arrondi comme on va choisir. OK. Donc, le polygone de fréquence, je ne vais pas me rendre là. Par exemple, je vais continuer mon exemple dans le fond. Si j'avais ici 7 classes théoriques, mais que mes données, je vais continuer mon exemple ici, mais que mes données allaient d'une étendue de, par exemple, 0 à 32 ou 5 à 32, je dirais 32 moins 5, ça c'est mon étendue. Ça me donne donc une étendue de 27. Et là, pour calculer mon amplitude, je dirais que mon amplitude, c'est mon étendue divisé par mon nombre de classes théoriques. Ça, c'est 27 divisé par 7. Donc, ça me donnera une amplitude de 27 divisé par 7, une amplitude de 3,85. Donc, 3,86 par exemple. Ça, ce n'est pas l'amplitude que je vais choisir parce que c'est un nombre à virgule. Il faut absolument arrondir selon les données, les bornes. Dans le fond, ce qu'on dit par ça, c'est faites quelque chose de logique, faites un choix. Il faut peut-être mettre une 5e étape là, et dire qu'il faut faire un choix ici. Okay? Donc, 3,86, ce n'est pas un beau nombre. Les valeurs qu'on va choisir pour notre choix, ça va être par exemple des nombres entiers, des bons de 5. Par exemple, ici, je pourrais choisir une amplitude de 4. Ce serait correct. Ce serait un arrondi tout à fait correct. Mais je pourrais choisir une amplitude de 5. Ce serait tout à fait correct. Okay? Et là, mes classes, de quoi elles auraient l'air après ça? Bien, parce que mon minimum, c'est 5, mon maximum, c'est 32, bien, je commencerai à 5 jusqu'à 10 et j'irai jusqu'à 30 à 32, à 35, c'est-à-dire. Ce serait ma dernière classe. Donc ça, ce serait toutes mes classes dans mon tableau. Et là, j'en aurais peut-être 7, peut-être pas exactement 7, mais c'est pas grave. Donc, voilà la démarche rapidement. On va le faire en classe sur Zoom avec Excel. Donc, polygone de fréquence. Bien, polygone de fréquence, c'est le deuxième type de graphique qu'on peut avoir pour une variable quantitative continue. Et en réalité, c'est la même chose qu'un histogramme. On le construit de façon à peu près semblable. Mais l'avantage qu'il a, ce qu'on dit, c'est joindre par un segment le milieu de chaque rectangle d'un histogramme et fermer la base en ajoutant deux classes fictives de hauteur nulle à gauche et à droite. Donc, vous voyez l'exemple ici. Vous ne l'avez pas ça dans vos notes de cours, mais c'est la superposition d'un polygone de fréquence avec son histogramme correspondant. Ça donne la même information dans un graphique, mais l'avantage, c'est que ça nous permet de représenter deux séries de données en même temps, plutôt qu'une seule. Et là, vous allez voir des graphiques de ce genre-là. On va les interpréter ensemble. Et regardez comment on interprète ça. Ici, les données du matin versus l'après-midi. Moi, ce que je vois, c'est que la courbe en orange, elle a des données relativement plus élevées parce que la courbe, elle est au-dessus dans les données élevées et en bas dans les données basses. Donc, en moyenne, même si on le pique à la même place, bien, les données pour l'après-midi sont plus longues. Ça dirait que les durées de branchement l'après-midi sont plus longues dans ce cas-ci. Parce qu'on voit que la courbe est un peu plus tirée vers la droite. La moyenne en orange serait plus élevée que la moyenne de la courbe en noir. OK? Finalement, la courbe de fréquence relative cumulée, je suis en bas de la page 11. Ça va compléter notre étude des tableaux graphiques très, très rapides du survol. Bien, ce qu'on a, c'est une courbe croissante. Donc, comment on la construit? Bien, c'est qu'on prend en réalité la même chose que la courbe, le polygone de fréquence, mais à la place de donner pour chaque valeur ici la fréquence relative ici, bien, on donne la fréquence relative cumulée. C'est-à-dire qu'on fait seulement augmenter. Donc, si dans la première classe, il y a 5 de données, on commence là. On ajoute ce qu'il y a dans la deuxième classe, 20 mettons, on est rendu à 25. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'on commence à 0. Donc, la première classe, c'est probablement de 15 à 25. Au début de la classe, on est à 0. Rendu à 25, bien là, on est rendu à presque 20 des données. Et là, rendu à 35, à la fin de la prochaine classe, on est rendu à quasiment 40. Jusqu'à la dernière classe se termine probablement à 75, on est rendu à 100 des données. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que si la valeur de la courbe de fréquence cumulée est une droite, bien à ce moment-là,
les données sont réparties également entre les classes. Et si c'est une courbe comme ça, il y a des classes où il y a beaucoup plus de données parce que ça monte beaucoup plus à ces endroits-là. Ça fait du calcul différentiel. Vous comprenez un peu qu'est-ce que ça veut dire que la fonction soit courbée versus droite. On termine avec quelques petites représentations douteuses. Donc, ce n'est pas dans vos notes de cours, mais je vous les présente rapidement. En classe, je vous aurais posé des questions par rapport à ça. Critiquez-moi ces graphiques-là. Ben, on voit clairement que d'un premier coup d'œil, ce qui est problématique là-dedans, c'est qu'on a des pourcentages pitchés partout, puis on ne se rend pas à 100%. Et aussi, les couleurs semblent faire en sorte qu'on a des sections qui ne représentent pas la grosseur de la couleur qui leur est attribuée. C'est 57% versus 60%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite de ça, ici, on a des graphiques qui sont tendancieux pour toutes sortes de raisons. Par exemple, ici, l'axe est coupé, mais on ne voit pas vraiment de façon très claire que c'est le cas. Alors qu'ici, l'axe n'est pas coupé, mais le graphique d'ici a l'air de faire en sorte que le groupe A est beaucoup plus élevé que les autres, alors qu'en réalité, dans celui-là, ils sont proches. Les deux graphiques sont un éditorial. Les deux graphiques communiquent une information tendancieuse. Et donc là, la question, c'est est-ce que c'est possible de faire un graphique qui n'est pas tendancieux? C'est une grosse question. Donc là, par exemple, les deux mêmes informations, mais communiquées différemment. Si on a choisi de mettre l'axe des Y très étiré ou pas. Et donc étirement de l'axe des Y, coupure de l'axe des Y, c'est deux différentes façons qu'on peut représenter. Et ici, vous voyez qu'on est en train de parler de la même chose, le même phénomène, une série chronologique, mais une sur quelques mois et l'autre sur plusieurs années. Évidemment, sur quelques mois, ça a l'air de monter, mais sur plusieurs années, on voit après ça que ça descend. Finalement, une dernière très bonne représentation sur CBSN, ça a été vu à la télé. Americans who have tried marijuana, ben, on a le classique, un diagramme circulaire qui n'arrive pas à 100%. Donc, on est capable de déchiffrer qu'est-ce que ça veut dire ce graphique-là. Mais ce n'est pas une bonne représentation parce que lorsqu'on a un diagramme circulaire, il faut que 51%, ben, ça ait l'air de plus que la moitié du diagramme circulaire. Ça ne fonctionne pas sinon. Donc, on se revoit aux prochaines vidéos. Ah non, il m'en reste une mauvaise représentation. Donc là, même chose avec les diagrammes circulaires. Et ici, même chose, on a des diagrammes à bande verticale où les pourcentages ne somment pas à 100. Donc, très important, lorsqu'on a des fréquences relatives, il faut que ça donne 100% dans un graphique. Donc, on continue dans la prochaine vidéo avec les mesures de dispersion.